trouvons, Monsieur le Président, qu'avec votre propos que vous venez de tenir sur les grands équilibres auxquels est confronté le département des Hauts-de-Seine, vos propos sont quand même plus clairs que le rapport d'orientation budgétaire que l'on a, qui est une succession de chiffres où on tente de faire croire qu'on peut tout faire et qu'on fait tout bien. Au moins, on parle de la vérité des prix, en quelque sorte, c'est-à-dire de la situation de faire des économies auxquelles le département est contraint de faire. C'était en partie mon propos et je vais y venir, puisque dès lors qu'on doit faire des économies, il y a nécessité d'avoir une phrase, c'est de prioriser. Et donc, normalement, ce débat d'orientation budgétaire, plutôt que de rentrer dans le détail des chiffres qui sera celui du budget, on devrait être dans celui de quelles sont nos priorités. Et donc, si on s'oppose à vous, à votre majorité, c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes priorités que vous dans les choix qui sont faits, ce qui ne veut pas dire qu'on considère que tout ce que fait le département n'est pas bon. Alors, moi, évidemment, je vais vous dire, bien sûr, qu'on a vu qu'il y avait 300 millions d'euros de moins liés à la suppression des TMO et aussi les choses sur la TVA. Évidemment, on ne peut pas ne pas se rappeler le rapport produit par la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes en 2001, qui faisait le constat, qui ne faisait pas le constat d'un territoire paupérisé, mais qui soulignait, je cite, une rente de situation conduisant à l'accumulation d'excédents pléthoriques. Voilà. Alors certes, aujourd'hui, la situation a changé. On le doit d'ailleurs au principe d'avoir fondé des politiques départementales, notamment sur la spéculation immobilière, plutôt que sur des recettes pérennes, grâce aux gouvernements successifs auxquels vous avez participé ou soutenu. À vous entendre ce matin, vos parlementaires auraient dû voter la censure. On a supprimé la taxe sur les grandes fortunes, la taxe professionnelle, on a écrêté la CVAE, on a aussi laissé le privé s'accaparer une part croissante de la valeur ajoutée. Et quand on touche au profit des entreprises, vous hurlez. Pourtant, tout le monde n'a pas été perdant pendant ces 10 dernières années. J'en veux pour preuve qu'en France, depuis 2010, les 500 plus grandes fortunes ont progressé de 1 000 milliards d'euros, passant de 200 milliards à 1 200 milliards. Oui, vous avez bien entendu, passant de 200 milliards à 1 200 milliards en 15 ans. Mais plutôt que d'actionner les leviers disponibles, on préfère répartir la pénurie. Vous acceptez l'accaparement de la valeur ajoutée par le privé. À la fin, il nous reste quoi? Il nous reste à détruire le modèle social ou à pleurer ensemble. Pour autant, même avec ces 300 millions de moins, les Hauts-de-Seine restent un département riche puisque les DTMO s'élèvent à 453 millions d'euros pour une population d'1,7 million d'habitants et un taux de pauvreté de 12,4%. La comparaison avec la Seine-Saint-Denis, par exemple, était différente puisque ce département compte à peu près le même nombre d'habitants, 1,7 million d'habitants, un taux de pauvreté de 28,4% et perçoit 150 millions de DTMO, soit une différence de 300 millions d'euros. C'est d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs aller prendre le Bouches-du-Rhône et le Nord pour comparer des départements qui, évidemment, ne sont pas la Creuse ou la Corrèze, mais des départements importants en population et en activité. C'est d'ailleurs à l'époque où son budget présentait un fort excédent de plusieurs centaines de millions d'euros que la casse des services sociaux a été ni plus ou moins organisée. C'est ce démantèlement qui relève pour votre part, soi-disant, de la bonne gestion dont on se félicite et dont on se félicite encore ici. Car, rappelons-le, entre 2014 et 2019, ce sont 1333 postes décomptés en équivalent temps plein qui ont été supprimés au total, et à y regarder de plus près, la moitié, soit 578, appartenaient au pôle solidarité, qui a alors enregistré une baisse de ses effectifs
de 43,4%. Nous le répétons inlassablement, mais je vais le redire ici, quand on a détruit, il est plus difficile et plus long de reconstruire. La situation des SST et de la MDPH en témoigne. On ne peut assurément pas se gargariser d'avoir retrouvé des services sociaux performants, même si on se félicite évidemment du rajustement en cours. Il était temps. Toutefois, il faut dire les choses comme elles sont. Une part de ce travail qui devait être assuré et qui est pour encore assuré, qui n'est pas assuré par le conseil départemental ou pas complètement par le conseil départemental, est réalisé par les CCAS de nos villes ou par les associations. C'est bien pour cette raison que peu ou prou cela tient. On se targue ici dans cette Assemblée d'augmenter cette année le budget alloué à la solidarité, mais comme ça a été dit, c'est pour l'essentiel lié à l'augmentation des allocations obligatoires. Parlons un peu investissement. Les 20 millions dévolus a priori hors contrat avec la commune pour une participation sur le parc de l'Ix-Seguin étaient-ils vraiment prioritaires? Ce secteur à proximité du bois de Boulogne n'est pourtant pas vraiment en déficit d'espace vert par rapport à d'autres villes, d'autant que cet endroit, l'Ix-Seguin, a déjà bénéficié d'une participation majeure du département avec la construction de la scène musicale qui nous coûte encore 18 millions d'euros par an. Pleut-il toujours ou c'est mouillé, Monsieur le Président? Vous avez financé les études pour le prolongement de la ligne 18. Allez-vous participer au tour de table afin de réaliser ce prolongement qui, je le rappelle, avait été écarté par le Premier ministre Édouard Philippe du fait de son coût et d'une interrogation quant à son utilité. À l'évidence, ce projet ne dessert sur son passage qu'une seule commune des Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison. L'intérêt pour les Altos Sequano étant plus que mesuré, se pose ici la question de l'utilité sociale du projet au regard de ce coût financier. Vous aménagez un musée à Saint-Cloud dont le maire ne voulait d'ailleurs pas. Était-il indispensable d'engager 120 millions pour ce projet? Vous aurez compris mon propos aujourd'hui et compte tenu du contexte, il y a urgence à prioriser les investissements en direction des vrais besoins, comme les collèges, les quartiers d'habitat populaire, le logement social et la transition écologique. Faisons-nous une raison, nous ne sommes plus au temps où vous pourriez investir 300 millions à la défense. D'ailleurs, allez-vous remettre en cause cet accord qui coûte 30 millions par an au département? Aujourd'hui, nous payons aussi vos errements relatifs aux bâtiments dont le conseil départemental est propriétaire, ou peut-être même nous allons payer. Vous vous êtes gargarisé d'acheter de nouveaux locaux, comme à l'Arena pour 200 millions, ou encore l'immeuble SoWork devenu Arc pour 104 millions payés cash. Dans le même temps, vous avez quitté ceux dont vous étiez propriétaire, car vous pensiez les vendre à prix d'or. Maintenant, la situation est tout autre, et cette stratégie s'avère aventureuse. N'aurait-il pas mieux valu louer des locaux pendant 3 ans, le temps de rénover ceux dont vous étiez propriétaire, plutôt que de mener la politique d'acquisition supplémentaire? Je le répète ici, si l'une des issues consiste à transformer certains immeubles de bureaux en logements, il faut, à l'image de la proposition faite par M. Hichet, ex-directeur de CDC Habitat, dans son rapport, accepter de dévaloriser fortement ces actifs immobiliers. En un mot, revoir drastiquement l'estimation de la valeur des bâtiments. La situation actuelle des collectivités locales, nous vous la devons en partie, elle est le fruit de choix de politique générale auxquels vous avez participé et qui constituent un nouveau tournant, ni plus ni moins réganien. C'est bien votre idéologie qui nous a conduits ici. D'ailleurs, quand on a accumulé de tels excédents pendant une décennie, n'incitons pas les autres départements et les pouvoirs publics à engager des mesures de péréquation successives qui pèsent et que vous décriez tant. En faisant ainsi, vous les avez invités à prendre ce type de mesures auxquelles il fallait s'attendre. Je vous avais d'ailleurs mis en garde à ce sujet. En 2024, la situation vous a surpris, soit, mais un an plus tard, nous aurions pu nous attendre à ce que vous présentiez une analyse sur le plus long terme qui dégage des priorités différentes
notamment en investissement, car soyons sérieux et cessons une bonne fois pour toutes de nous bercer d'illusions en attendant une reprise de la spéculation immobilière ou de la croissance qui permettrait de dégager des recettes importantes nouvelles. Vous l'aurez bien saisi, je crois, le groupe GCCR ne partage pas les analyses et les orientations inscrites dans ce rapport. L'évolution des ressources disponibles nécessite sans doute un réexamen profond des politiques menées plutôt que de dégager des solutions qui s'apparentent parfois à du rafistolage. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.